Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle table ronde pour le sommet des professionnels de la motricité. Et aujourd'hui, on va discuter, alors pas entre kinés parce que je suis pas kiné, mais en tout cas avec des kinés. Je vais vous laisser vous présenter. Comme ça, vous allez pouvoir nous dire qui vous êtes, si vous avez des spécialités, des appétences particulières et où vous exercez. L'honneur aux dames. Bonjour à tous, donc Lélia Maclin, je suis physiothérapeute en Suisse. Je suis indépendante depuis plusieurs années et je travaille notamment avec des enfants de 4 ans jusqu'à des patients de 96 ans à peu près. Donc j'ai vraiment un panel assez grand au niveau de la population. Je suis spécialisée plutôt en musculo-squelettique. C'est mon dada et je travaille avec des sportifs. J'ai aussi l'opportunité de suivre une équipe de jeunes sport-études uni-hockey. Donc, c'est des élèves qui sont dans un cursus de sport et je les accompagne avec le coach dans un suivi physio pour la performance. Et je travaille aussi avec pas mal de sportifs en suivi en ligne et puis en présentiel. Voilà. Je suis membre de l'équipe Labo depuis une année en tant que formatrice et autrement, je suis avec eux depuis 5 ans et je mets de la reprogrammation neuroposturale dans maintenant tous mes traitements parce que c'est un incontournable. Voilà. Merci Lélia. Thomas? Ouais, et ben bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Thomas Boulas. Donc moi je suis kiné depuis 2022. Je suis sur la région grenobloise et donc moi j'ai pas de spécialité particulière, si ce n'est que j'accompagne les sportifs qui sont en rééducation de blessures longues. C'est-à-dire que c'est des sportifs souvent qui sont blessés depuis plusieurs mois et qui galèrent à récupérer. Il y a souvent de la rechute, il y a souvent des douleurs qui partent pas, des inflammations qui restent permanentes malgré le traitement physique qui est suivi. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de les accompagner sur ce qu'il y a autour, en fait, parce que l'inflammation, elle vient pas que de la charge physique, mais elle peut venir aussi de la charge mentale et de la charge émotionnelle. Et donc, c'est de les accompagner à réguler leur charge globale pour faire en sorte que derrière, ils puissent se soigner petit à petit. Parce que, bah, voilà, quand on a des tendinites qui reviennent à rallonge, quand on a de l'arthrose, ben, c'est pas exactement la même approche que quand on s'est fait, par exemple, un croisé. On n'a pas forcément une rééducation qui est super linéaire. On a pas mal de rechutes. Et donc, l'idée, c'est de minimiser au maximum ces rechutes pour progresser dans le temps. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, quand il y a un problème, on va souvent voir un kiné. Mais est-ce qu'on va voir un kiné pour mieux bouger aussi? Est-ce que vous avez des personnes qui viennent vous voir pour autre chose que ce côté, justement, j'ai mal, rééducation, etc. Ben oui, moi j'ai des gens qui viennent pour se remettre en mouvement. On a pas mal de traitements qui sont donc nous, on est sous prescription médicale, donc ils passent chez le médecin et des fois, j'ai des gens qui sont là pour du reconditionnement physique, du retour justement au mouvement post-accident ou post-trauma. J'ai aussi de plus en plus de patients qui sont avec des problèmes psychosomatiques, donc des douleurs bel et bien physiques présentes, mais qui sont corrélées et reliées en fait à un état émotionnel aussi intense. Et du coup, ben, eux, ça va passer par du mouvement, de la reprise douce, parce que c'est des gens qui sont souvent en difficulté pour se motiver à aller tout seul à la salle. Donc, on les accompagne jusqu'à un certain stade. Et puis ensuite, on essaie de faire le lien avec, au bout d'un moment, on les laisse soit aller de leurs propres ailes ou alors on les oriente vers plutôt des coachs ou des personal trainers. Et toi, Thomas? Ouais, complètement. Bah, dans le même cadre que Leïla, moi, je vais accompagner des personnes parfois sur la reprise juste de mouvement, parce qu'il y a des personnes qui se sont sédentarisées suite à soit un accident qui peut être ou émotionnel ou physique, donc à les refaire bouger. Et moi, je trouve que ça prend aussi beaucoup de place dans l'accompagnement des sportifs, dans la prévention. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis majoritairement des sportifs en sport individuel, donc il n'y a pas forcément de kiné présent au sein de l'équipe, et souvent, ils sont un peu tout seuls, surtout quand ils ont un niveau qui est intermédiaire entre je suis presque à haut niveau, mais pas encore. Donc, je suis pas en pôle espoir, je suis juste en dessous, je m'entraîne comme quelqu'un en pôle espoir. Et là, pour moi, le kiné, il a un vrai acte de prévention et travailler justement main dans la main avec le préparateur physique, si on a un qui est présent avec l'athlète à ce moment-là. Oui, c'est une belle chose parce qu'en fin de compte, on voit que tous les deux, vous travaillez, vous avez autant votre travail de kiné, vous faites de la rééducation, mais vous travaillez aussi avec des sportifs. Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes des sportifs pour se diriger vers la kinésithérapie, que ce soit en rééducation ou en justement dans le cadre de la prévention et de la performance? Bah, vas-y Thomas, peut-être. Ouais. Moi, je dirais que les deux vont de pair. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de demandes au sein des sportifs, mais il y a aussi de plus en plus de kinés qui veulent travailler avec des sportifs, justement, et pas forcément dans un cadre seulement de blessure.
En tout cas, moi, autour de moi, je vois une émulsion de la pratique de la kiné vers de la prévention chez les sportifs et faire en sorte qu'ils aient un entraînement qui soit adapté à eux. Et si c'est de la post-blessure, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidive. Donc, je pense qu'il y a les deux. J'ai l'impression que les sportifs consultent plus, mais aussi que les kinés parlent de plus en plus de leur pratique au sein du sport. Je sais pas ce que tu en penses, Leïla, mais... Bah, je suis assez d'accord. Après, c'est sûr qu'aussi au niveau du nombre de kinés qui veulent travailler avec les sportifs, on est quand même. Moi, je suis référente aussi pour les étudiants en formation pratique en école de kiné. Et ce qu'on voit, c'est que dans les nouvelles, enfin à l'école, en fait, ils poussent vraiment vers de la kinésithérapie active. J'en ai beaucoup. Tout ce qui est thérapie manuelle, massage, etc., ça passe vraiment en second plan. Maintenant, c'est communication et genre exercice. Et du coup, des fois, on fait plus que ça. Donc, en fait, bien sûr que quand on fait plus que ça, le côté aller chez un sportif où on peut aller peut-être plus loin aussi sur les exercices, c'est un peu plus grisant que de faire du sport avec Gertrude, 8 ans, 6 ans, qui, elle, ont fait du assis debout sur une chaise. C'est très vulgarisé, hein, c'est un peu un gros cliché, mais c'est un petit peu ça. Donc, je pense que chez les jeunes kinés, il y a cet attrait de, bah voilà, on doit faire de l'actif, donc on veut aller chez des gens qui sont en capacité de le faire. Maintenant, au niveau des sportifs, bon, alors moi, j'aime bien travailler avec les crossfitters. Les crossfitters, ils sont tous cassés. Donc, ils viennent pas en prévention en général, ils viennent parce qu'ils ont des douleurs. Et ensuite, au fur et à mesure des traitements, on les amène à une prise de conscience. Moi, j'aime bien les amener à des prises de conscience sur l'importance, en fait, de la prévention et de la récupération. C'est des gens qui ont tendance à faire souvent un peu dans l'excès. Euh, il y a beaucoup de sports, en fait, où ils sont tout le temps dans l'excès. J'ai plein de patients qui sont en surentraînement et puis qui sont là, ouais, mais je prépare, j'ai de la perf qui est prévue, j'ai un marathon, etc. Puis en fait, il y a leur perf qui descend, mais parce que leur système, il est cramé. Et j'aime bien les amener à se dire, OK, ben, la récupération, la prévention, c'est tout aussi important pour aller dans de la performance, en fait. Donc, c'est aussi beaucoup d'éducation. Et une fois que l'éducation est posée, je pense qu'il y a des prises de conscience du fait que c'est tout aussi important de prendre soin de son corps autrement qu'en allant s'entraîner et se mettre une mine, comme on dit. C'est bien parce que vos interventions me donnent envie de rebondir sur plein de points. Le premier axe, bah, vous en parlez de prévention, d'accompagner le sportif vers la performance, l'optimisation du mouvement, etc. Comment vous pouvez les aider à faire au mieux en fin de compte? Comment on peut se diriger vers la prévention? Parce que tu sais, souvent on pense au kiné qui va venir nous aider dans la rééducation. Comment vous, avec quels outils en fin de compte vous aidez les gens à les accompagner vers la performance? Alors, moi, je suis kiné du sport sans être kiné du sport. C'est-à-dire, j'ai pas fait la formation de kiné du sport. Si on regarde les vidéos un petit peu de rééducation sportive et compagnie, je suis pas du tout dans ce mood-là. Donc, je fais pas un travail hyper spécifique en bloc, en progression, pour aller sur de la plio hyper explosive. Donc, ça pas. Par contre, je considère que je les aide parce que je vais vraiment dans de l'optimisation. J'aime bien aller chercher le détail qui fait ça manque pour aller chercher un peu plus loin. Donc, c'est une approche qui est un peu moins peut-être impressionnante sur le papier parce que les gens ils se disent, bon, ben, on fait pas des trucs enfin, impressionnants comme on voit sur les réseaux, mais concrètement, c'est vraiment aller chercher la petite bête, on va dire ça comme ça, qui leur permet d'aller plus loin. Parce que quand on va dans la performance, et notamment dans le haut niveau, hein, on sait qu'ils ont tous un très bon niveau technique, etc. Et c'est des fois un petit détail qui fait qu'un athlète se démarque des autres ou pas. Donc moi, j'aime bien aller chercher ça. Maintenant, ben, quels sont les outils? Je dirais que c'est vraiment tout ce qui va être communication et éducation. J'utilise beaucoup, beaucoup l'éducation. Et ensuite, quand les gens ils expérimentent les gains qu'ils ont en prévention, en récup, justement en allant chercher ces petits détails-là, ben, en fait, ils ont tendance à revenir par la suite et le bouche à oreille fonctionne bien. Ok, merci. Et toi, Thomas? Et ben moi, du coup, quand je les accompagne sur la prévention, j'ai une démarche qui est complètement différente de Leïla. C'est-à-dire que moi, je me positionne jamais dans les accompagner sur le mouvement pur de la performance, comment exactement ils vont bouger, mais sur plutôt comment ils vont faire pour performer sur le long terme. Parce qu'une carrière, c'est pas enfin, une carrière ou même juste une pratique sportive, c'est pas une saison. Souvent, c'est 2, 3, 4 saisons de progression qui permettent d'aller jusqu'au bout. Et du coup, moi, je les accompagne plutôt sur comment est-ce qu'ils vont gérer la charge au global et quand il y a un changement majeur dans leur vie, comment est-ce qu'on va réguler l'entraînement. Par exemple, là, il y a 2 semaines, j'en ai un qui s'est blessé à la suite d'une réorientation. Donc, il se réoriente professionnellement. Donc, ça veut dire beaucoup plus de charge mentale, beaucoup plus de charge émotionnelle. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la charge physique? Est-ce qu'on maintient les mêmes entraînements? Parce que lui, il fait de la course à pied. Est-ce qu'on maintient le fractionné tel qu'il est? Est-ce qu'on le diminue?
comment on gère le sommeil, parce que qui dit charge mentale dit manque de sommeil, et surtout chez les bons sportifs, on a tendance à avoir un sommeil performance. Ils vont traquer le sommeil avec la montre, ils se couchent à telle heure, ils se lèvent à telle heure. Comment est-ce qu'on sort de ça pour retourner vers un sommeil qui est plus sain et faire en sorte que derrière, il arrête d'être toujours sur la tangente? Parce que ce qui est difficile à gérer, c'est chez les sportifs qui sont pas que sportifs, qui ont une vie à côté, ils sont tout le temps sur la tangente pour moi. Ils sont à juste en dessous de la blessure. Et la question, c'est le jour où ça déborde, comment est-ce que je me recale directement? Donc, moi, je les accompagne plutôt sur cet aspect-là. Et je les accompagne à travers un programme qui est du coup, qui est pas par la Sécu, qui est complètement annexe, où je leur explique pas mal de choses sur comment fonctionne leur cerveau, comment fonctionnent leurs émotions, comment fonctionne leur motivation, pour qu'en fait, ils comprennent au moment où ils vont déborder. L'idée, c'est au moment où je sais que ça va déborder, avant que ça déborde, je m'arrête. Et souvent, il y a des red flags en fait qui arrivent avant la blessure. Parce que la plupart du temps, c'est pas le moment où il y a le changement émotionnel et mental qui se blesse. Il y a toujours un petit délai d'un mois et demi, 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines, c'est le minimum, mais souvent on a plus un mois et demi. Et donc, c'est leur dire, bah, là, il y a red flag, change quelque chose avant de te blesser. On revient toujours à ça, prendre la décision de changer quelque chose dans sa vie quand on s'est fait mal, quand on a blessé. Je pense qu'on passe, on est malheureusement beaucoup à être passé par là. Et il y a une autre chose, bah, du coup, sur laquelle je voulais rebondir et qui est revenue encore dans ce que vous avez répondu, c'est lié à l'émotionnel. Nous, on se rend compte autour de nous que bah, il y a une charge émotionnelle qui est quand même très présente, de plus en plus chez les gens. Et quel est l'impact de l'émotionnel dans le cadre de la rééducation, quand les gens ils viennent vous voir? Vas-y Thomas, je t'en prie. Pour moi, l'impact, il est énorme parce que enfin, l'émotionnel, ça dépend vraiment ce que toi t'inclus dedans. Mais si tu pars déjà de la motivation de la personne à se soigner, enfin, on gère pas un corps mécanique, on gère un humain global. Et dans sa rééducation, il va falloir l'accompagner avec toutes les problématiques qu'il a dans sa vie. Et donc, moi, aujourd'hui, j'accompagne pas mal des sportifs qui sont blessés depuis un moment. Et le plus difficile à gérer, c'est la frustration. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, les 3 premiers mois, ils se disent, ça va, je vais récupérer vite. Arrive le quatrième, le cinquième, le sixième. Au bout du sixième mois, tu as la motivation qui chute, mais complet. Et en fait, émotionnellement, ils sont à plat parce qu'ils se disent, mais quand est-ce que je vais me sortir de cette galère? Et il y a déjà cette frustration à gérer en parallèle de l'aspect physique, parce que tant qu'ils sont frustrés comme ça, c'est impossible de les remettre dans un process où ils revont de l'avant. Donc, pour moi, en vrai, il y a une place énorme de l'émotionnel, enfin, déjà chez les sportifs. Et quand j'avais une patientèle qui était plus globale, c'est sur tout, en fait. Leur émotionnel, il impacte sur tout. Il y a des personnes, la veille, ils vont bien, ils apprennent quelque chose, le lendemain, ça va mal. Et physiquement, il s'est pas passé des choses énormes pendant la nuit. Enfin, je sais pas si là, c'était déjà arrivé sur même une même semaine. Non, mais c'est vraiment, en fait, c'est compliqué. Alors moi qui suis avec un panel de personnes, je fais des sportifs, mais c'est quand même pas la majorité de ma patientèle. Moi, j'ai vraiment des gens de tout horizon, etc., de tous les âges, avec des croyances aussi qui sont là, qui sont des fois bien, bien ancrées. Et l'émotionnel, ben, en fait, c'est un peu le paradoxe parce que quand on est en école de kiné, on nous apprend à traiter un genou, une épaule, etc. Mais comme tu dis, Thomas, on traite des gens qui ont aussi des facteurs biopsychosociaux. Et je me rappelais toujours, on nous bassinait avec ça à l'école, en mode oui, il faut prendre en compte. Puis on était, ah oui, bah, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces facteurs biopsychosociaux? Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec le recul, on voit que c'est la majorité, l'enjeu de la prise en charge. C'est pas le structurel le plus challengeant. Parce que le structurel, en soi, ben voilà, les protocoles, on les a, on connaît les principes de force et compagnie. Le plus challengeant, c'est tout ce qu'il va y avoir à côté. Et Thomas, tu parles de frustration avec les sportifs. Euh, Autre que la frustration, il y a effectivement l'impatience. Moi, j'aime bien dire, rappeler à mes patients qu'ils s'appellent des patients. C'est nos patients et il faut être patient. Et pas passif, mais patient. Et pour eux, dans leur prisme à eux, 3 semaines de douleur ou d'arrêt, c'est déjà énorme, alors que déjà rien qu'au niveau physiologique, ben on sait que 3 semaines pour une rééducation ou une cicatrisation, ben c'est rien du tout, quoi. Et à côté de ça, alors moi, dans le cadre de douleur, la douleur, c'est quelque chose qui n'est pas, bon, on le sait, qui n'est pas mécanique, qui est neurologique. C'est une information neurologique qui est, enfin, enfin, donnée par notre cerveau suite à une menace. Mais en fait, elle va avoir plusieurs sphères impactées. C'est-à-dire qu'elle va avoir une composante émotionnelle, elle va avoir une composante relationnelle, parce que quand on a mal tout le temps et puis qu'on se plaint ou bien qu'on n'est pas en capacité de faire des choses à la maison, bah, ça peut avoir un impact avec les gens qui nous entourent. Donc en fait, ça peut mettre des tensions dans les relations qu'on a. Ça va avoir un impact professionnel
parce que ben, je peux plus aller au travail, j'ai mon patron qui est en train de me mettre de la pression, mais j'arrive pas à récupérer, etc. Et ça va avoir un impact aussi sociétal, c'est-à-dire que toutes les sphères vont être impactées par la douleur ou par une blessure ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est ça le plus challengeant dans la prise en charge pour moi, parce que c'est multifactoriel et comme le dit Thomas, un jour, ça va nickel, le jour d'après, c'est le bordel. Et concrètement, la structure au niveau mécanique, pas grand-chose qu'à changer, mais en fait, ben, le terrain sur lequel on travaille, il est totalement différent. Et pour moi, ce que ça m'a montré aussi au fur et à mesure ben, d'être avec la RNP, reprogrammation neuroposturale et faire ce lien entre physique et émotionnel, c'est quelque chose qui m'a montré à quel point on doit s'adapter aux patients à l'instant T. C'est-à-dire que les rares fois où je prépare mes séances en me disant là je vais faire ça, 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 le patient il arrive, en fait ça va pas et je dois changer du tout au tout. Et on doit être adaptable, on doit pouvoir s'adapter à l'instant T. Ok, comment se considère, enfin comment est mon patient ou mon sportif aujourd'hui, un petit peu comme un prépa physique qui doit traquer, ok, est-ce qu'il est frais pour sa séance ou est-ce qu'il y a de la pré-fatigue, etc. Et puis en fait, ben, qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est énorme l'impact que ça a. Ok. Donc vous voulez dire que vous voyez des patients 2 fois dans la semaine, et parce qu'ils ont eu un impact émotionnel quelconque, peut-être un stress, ils ont appris quelque chose de stressant la veille de votre séance, vous pouvez avoir une régression sur leur progrès? Ouais. Bah là, Ah bah, je vais être cash, mais je prends l'exemple d'une patiente que je traite pour de l'anxiété, qui a des vertiges. Euh, Elle a perdu sa mère de manière hyper brutale. C'est elle qui l'a découverte à la maison. Euh, et en fait, elle m'a dit, on était sur une progression, elle est revenue, ses symptômes, ils se sont décuplés. Et puis là, on n'est pas dans le but de... je lui ai dit, écoute, là actuellement, avec le trauma qu'il y a eu, on va pas chercher à améliorer quoi que ce soit, on va essayer de maintenir et de calmer au maximum. Ça sert à rien d'envisager des progrès avec ce qui s'est passé. Donc en fait, on est revenu en arrière, entre guillemets, pour elle, on est revenu en arrière dans la rééducation parce qu'il y a eu un trauma. Et on ne peut pas, en fait, pour moi, c'est vraiment plus dissociable. Ne pas prendre en considération l'état émotionnel de la personne quand elle vient, c'est pas, pour moi, c'est paradoxal. Ça joue pas. Ça Kiné, ça joue va pas, ça veut au-delà dire de que la ça ne définition. fonctionne pas pour les Français, ok? Ouais, ça va au-delà de la définition propre de la kinésithérapie, où il n'y a pas que le mouvement à prendre en compte, finalement, il y a aussi l'état émotionnel. Donc toi aussi, tu as des exemples de ce type-là, Thomas? ouais, j'en ai, par exemple, bah, celui dont je parlais tout à l'heure, qui a eu cet aspect de reconversion. Il y a 2 semaines, il prend un échec. Enfin, il y a 2 semaines. Il y a un peu moins de 2 semaines, donc ça devait être 8 à 10 jours. Il prend un échec, il se fait refuser dans une. D'ailleurs, il veut faire kiné, c'est marrant. Il se fait refuser dans une école de kiné, augmentation de la douleur. En plus de ça, il va faire une écho. Il apprend que la blessure, elle est plus grave que ce qu'on estimait. Le 3 jours après, il apprend qu'il est pris dans une école de kiné à Nancy. Ça va beaucoup mieux. Et la douleur a fluctué avec son état émotionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il prend un down et après il prend un up. Et c'est intéressant parce que là, il y a 3 jours d'intervalle, quoi. C'était il y a 5 jours qu'il me dit qu'il est pris à Nancy. Et là, hier, il a appris qu'il était pris en neuro à Lyon. Et bah, ça allait encore mieux. Pourtant, sur la structure, avec une déchirure tendineuse, il n'y a rien qu'à changer en 5 jours, hein. Il n'y a vraiment aucune différence. Donc, ça ne change pas sur le fait qu'on ne va pas le faire charger à fond sur un tendon qui est à la limite de la rupture. Mais en tout cas, niveau douleur, il y a eu une différence qui est majeure, ouais. Et je trouve que là où c'est encore plus vrai de ce que tu disais, moi, quand je traitais beaucoup, à l'époque, je traitais beaucoup de migraines en cabinet, quand je faisais un petit peu de tout. Et sur les migraines, mais flagrant, quoi. C'est Mhm. impressionnant. Sur la migraine, la composante émotionnelle, mentale ou psychosociale, enfin, peu importe comment on l'appelle, elle est mais majeure, je trouve. Ok. Et Je comment vous rebondis. arrivez à jouer avec ça, en fait, cet impact émotionnel? Parce que quand vous êtes kiné en école de kiné, alors oui, on vous parle de biopsychosociaux, etc. Mais c'est marrant parce que ça m'a trop fait penser à tous mes diplômes d'état que j'ai fait en sport, où on nous parle des facteurs biosociaux, bioénergétiques, mais sans jamais rien te dire de plus que la définition et quelques mots qui sont vulgaires, tu sais, quand t'es en phase d'apprentissage. Mais après, derrière, plus on te lâche dans la nature, t'as pas d'outils. Et comment vous faites pour essayer de réguler ça au mieux? Bah, en tout cas, en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse. En France, l'une des premières difficultés qu'on a, c'est que par exemple, moi, je suis formé en psychothérapie, j'ai fait des formations en PNL, j'ai fait d'autres formations, mais c'est des outils de toute façon que j'ai pas le droit d'utiliser dans un cadre qui est remboursé par la Sécu.
Donc, officiellement, par exemple, j'ai pas le droit d'accompagner vraiment mon patient sur l'aspect psychologique. Donc, quand je faisais en cabinet, que je travaillais pas avec les sportifs, où j'ai mis en place tout le programme, ce que je faisais, c'est que moi, je les redirigeais. Il y a des fois, je disais à la personne, je disais, écoute, pour moi, c'est important que tu ailles faire un suivi chez un psychologue, chez une personne qui peut t'accompagner mentalement. Tu choisis la personne en qui tu as confiance. Je m'en fiche un peu de sa technique, mais il va falloir que tu te fasses accompagner en parallèle du traitement, sinon vraiment, on va galérer. Et comme j'avais pas le droit d'inclure dans mes actes des aspects psychologiques, bah, en fait, c'est le seul way out que j'avais à ce moment-là pour les accompagner. Je pense que pour ça, en Suisse, on a plus de chance, entre guillemets. C'est pas qu'on n'a pas le droit de faire. Alors moi, quand il y a vraiment des cas qui sont trop complexes, hein, ben là, la patiente en question, bien sûr qu'elle a un suivi psy à côté, et si elle n'en avait pas, je lui aurais dit, moi, je peux pas ramer toute seule dans une barque à une rame, parce que sinon, je tourne en rond. Donc en fait, il faut s'entourer de professionnels qui peut t'accompagner justement là-dedans aussi, qui peut accompagner ton patient, donc avoir vraiment un réseau de professionnels en psycho-émotionnel, que ce soit de l'hypnothérapie, de la psychothérapie, de la PNL, de l'EMDR, de la kinésiologie. Enfin, ça dépend où est-ce que le patient il a aussi envie d'aller, parce que ça c'est un autre challenge, hein, dire à quelqu'un, il faut aller voir un psy. Euh, Certains, ça peut vraiment les bloquer. Donc moi, je sais que j'ai plutôt tendance à parler d'accompagnement psycho-émotionnel. C'est un peu moins tranchant et un peu moins bon bah ok, va voir un psy quoi. Donc voilà. Et par contre, dans mes outils, je vais continuer à utiliser en fait le corporel pour travailler sur le psycho-émotionnel. Parce qu'on sait que le corps est une magnifique porte d'entrée. Et alors là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par certains qui sont pro actifs. Moi, j'utilise beaucoup la thérapie manuelle et le massage. Euh, c'est un outil que je vais utiliser quand j'estime que c'est important de l'utiliser. Je l'utilise pas n'importe comment d'office chez tous mes patients, mais dans certaines situations, pour moi, il est indiqué. Et je prends souvent l'exemple de quand tu as une boîte à outils, et il y a des outils que tu vas utiliser beaucoup plus, d'accord? Le cruciforme, notamment, en général, tu l'utilises facilement pour un peu plein de choses. Par contre, si tu veux planter une vis dans un mur, puis que tu veux faire le trou avec le cruciforme, t'es un peu dans... Tu peux y aller, mais t'en as pour un bout de temps. Et en fait, tu vas avoir besoin d'utiliser des outils que tu utilises un peu moins, mais à un instant T, ils vont être indiqués. Et dans le cadre du psycho-émotionnel, ben moi, je travaille beaucoup avec le massage. Pourquoi? Parce que le massage va avoir un effet sur tout ce qui va être la proprioception, sur tout ce qui va être le sens du toucher, le tactile, qui est très en lien aussi avec l'émotionnel. D'accord? Ça reprend le besoin du bébé hein, d'être touché. Des gens, quand on n'est pas bien, ben, on a tendance à aller chercher le câlin, le réconfort, etc. Donc, le tactile a une grosse composante émotionnelle. Et en fait, pourquoi est-ce que le massage fait du bien aux gens à l'instant T? Bah parce qu'en fait, on n'agit pas tant que ça sur les nœuds, les muscles et compagnie. Oui, en partie. Mais en fait, on agit aussi beaucoup sur l'impact cortical, antico-émotionnel, on va dire ça comme ça, que ça peut avoir. Et moi, j'utilise beaucoup le travail au niveau du crâne, du visage, avec des techniques de Kobido, parce qu'en fait, au niveau du visage, ben, il y a les cinq sens. Donc, on est vraiment sur une sphère pour moi, le visage, c'est une bombe sensorielle. Et quand c'est bien utilisé, ça rapporte vraiment de la sécurité aux gens. Il y a souvent une grosse détente qui se fait, ils sentent que les tensions se relâchent et compagnie. Donc, personnellement, j'accompagne au travers de mes techniques manuelles le psycho-émotionnel. C'est ce que je fais du psychosomatique, en fait. Du coup, hier, j'ai fait une intervention croisée avec une ergothérapeute devant des professionnels des métiers de la petite enfance. Et donc, cette ergothérapeute est formée en neurosensoriel et elle disait de beaucoup utiliser avec les enfants qui ont beaucoup de stress, stress mental, stress nerveux, stress dans leur corps, beaucoup d'exercices autour des massages justement, autour de la proprioception, hein, qui est la perception de leur corps dans l'espace, pour qu'ils puissent se recentrer et qu'elle remarquait que systématiquement, en commençant avec cette porte d'entrée de je reprends contact avec ton corps, elle avait beaucoup de résultats, même chez les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Mhm. Ben moi, ça m'étonne pas. J'ai quand même des enfants aussi qui viennent. C'est assez drôle parce que j'ai aussi des patients, enfin des jeunes TDAH qui viennent pour des problèmes de TDAH justement. Et on a tendance à dire, ouais, bah, c'est des enfants hyperactifs, faut les faire bouger, ils n'arrivent pas à se poser. Ben moi, sur les quatre que j'ai actuellement en séance, il y en a trois. Quand je leur masse le crâne, ils sont plus du tout hyperactifs, hein. En fait, ça leur permet de leur donner cette bulle. Oh, je me pose. Et ça leur permet en fait de calmer un système qui est en hypersensorialité tout le temps par des mouvements doux, etc. Par contre, si je leur demande de rester couchés et puis de respirer, ça leur parle un peu moins. Mais en tout cas,
Massage du crâne, massage des mains, massage des pieds. Ben, les pieds, c'est beaucoup aussi en lien avec l'ancrage, hein, retrouver le contact avec le sol. Voilà, les mains, c'est tout ce qui est autour du lâcher-prise en psycho-émotionnel hein, aussi. Donc de détendre ce genre de choses, c'est bien. Puis la tête, ben, les gens, hein, les expressions, j'ai la tête pleine, ça me prend la tête, c'est pas pour rien. Donc en fait, d'agir sur les extrémités pour soulager un état psycho-émotionnel, ben, en fait, ça marche. Moi, j'ai des super bons résultats. Ouais, Qui est pas trop, pardon. Ouais. ouais, j'allais dire que je suis pas d'accord avec Leïla. J'ai accompagné un petit jeune qui est d'ailleurs toujours trisomique, et, qui avait 6 ans. Et tout le monde le sait, quand un jeune il est trisomique, surtout qu'il n'a pas la parole, pas la capacité de communiquer, c'est quelqu'un, tu peux pas lui dire pose-toi sur la table et bouge pas. C'est complètement impossible. Et par contre, on a bossé sur, notamment au niveau de sa mâchoire, tous les muscles qui viennent fermer la mâchoire, que ce soit le temporal, C'était que ce soit les... Ah bah j'ai mangé le nom, celui qui est Les dessous. ptérygoïdien médial. pédigoïdes. Merci. Bref, on a pas mal bossé là-dessus et surtout sur les sous-occipitaux. J'ai pas mal bossé avec lui aussi au niveau des sous-occipitaux. Et derrière, il était capable de se poser un quart d'heure sur la table. Mais chose qui arrivait jamais dans la journée. Quand j'avais ses parents, le poser un quart d'heure, c'était impossible. Et derrière, ça me faisait une porte d'entrée pour bosser avec lui sur sa proprio. Ce qui venait surtout pour des problèmes d'équilibre. Il avait une course qui était complètement démantelée. Je lui demandais de courir et de traverser la salle. Il y avait un pied qui partait à droite, l'autre qui venait taper dedans, les mains une au-dessus, une en dessous. En fait, tout était désorganisé et ça ouvrait un espace de travail par le toucher et par la mâchoire et justement tout ce qui est au niveau du visage. Et je Super suis intéressant, Je suis tout à vos fait retours. d'accord. Ça ouvre un espace de travail. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça pendant 1000 ans, etc. Ça nous Mm. permet en fait de préparer un terrain pour aller ensuite chercher quelque chose d'autre. Et ça, c'est important parce que des fois, on se dit, ouais, mais faire du massage, ça ne sert à rien. Si tu fais que du massage, ça va pas aller très loin. Ça peut aider à l'instant T, mais ça va pas aller très loin. Par contre, ça prépare un terrain pour aller chercher d'autres choses. Ça peut te débloquer quelque chose. Et finalement, en fin de compte, c'est comme une prise de contact, le massage. Et si la personne, elle se sent apaisée, elle va adhérer plus facilement aussi à ce que tu vas lui proposer derrière. Mhm. C'est pas déconnant, en fait, avec l'hyperactivité, puisque l'hyperactivité, t'es en recherche peut-être aussi motrice, t'es en recherche de mouvement. Et de te faire masser, ben, on est en train de te dire, ok, ben, en fait, t'es là, tu vois, ton corps, il est quand même bien là, tes capteurs, ils sont là. Donc, tu prends peut-être un peu plus conscience de ton corps et c'est correct. Moi, ça me fait penser à un enfant. J'avais pendant un stage autour de la motricité, un enfant il était bon, hyper actif avec un trouble de l'opposition très caractérisé et l'enfant il ne savait pas s'arrêter, mais même pas une seconde. Alors il était allongé par terre, il bougeait dans tous les sens et je finissais toujours les journées par de la relaxation. Et quand je finissais les journées par la relaxation, je faisais le tour de chaque enfant et puis des fois je faisais soit des pressions au niveau des pieds, ce qu'on appelle des enserrements, mais histoire de leur redonner de l'importance au niveau des capteurs proprioceptifs autour du pied. Soit j'en faisais des petits bercements pour stimuler le vestibulaire rapidement. Et, euh, et cet enfant, au moment où je passe chez lui, et je reste 10 secondes, hein, je reste 10 secondes. Je suis juste là, je fais prendre conscience là de ses pieds, on fait des petits bercements pendant 10 secondes, et l'enfant, boum, il s'arrête de bouger. Et il a pu bouger pendant la fin de la relaxation. Et à la fin donc de la journée, on fait toujours un cercle où on échange et c'est quoi ce que tu as préféré dans ta journée. Et lui, il me dit, c'est la première fois de ma vie que je me sens calme et que je me sens dans mon corps présent. Un enfant qui a 7 ans et demi qui te dit ça, c'était quand même assez impressionnant. Et donc, ouais, c'était juste pour vous rejoindre là sur ces expériences là, par rapport au toucher. C'était très intéressant. Après, c'est hyper aussi, faut remettre dans le contexte qu'est-ce que c'est que le massage concrètement. C'est pas juste étaler de la crème sur son patient, hein. Recevoir un massage. Pourquoi les gens aussi disent après les massages souvent, oh, je suis tout fluffy ou j'ai l'impression qu'il y a un camion qui m'est passé dessus et les gens sont fatigués après les massages. Mais parce qu'en fait, un massage, c'est du tactile et c'est de l'information que ton cerveau doit venir traiter. Donc en fait, quand tu te fais masser pendant un bon bout de temps, ça veut pas dire en fait, ton cerveau, il est quand même en activité parce qu'il doit recevoir ces informations proprioceptives et tactiles. Et c'était hyper intéressant parce que quand j'ai fait mes formations de massage relaxant, je suis formée en Lomi-Lomi. Le Lomi-Lomi, c'est un massage hawaïen. Et en fait, ça se passe, t'es en binôme et la moitié de la journée, t'es massé parce que c'est l'autre qui s'entraîne, etc. J'ai eu 3 jours de formation. Le deuxième jour, au bout d'un moment, j'étais là, il faut arrêter de me toucher, j'ai trop d'infos.
on était tout le temps tellement en train de venir me masser que mon cerveau il n'arrivait plus à gérer le surplus d'informations du massage. Et en fait, c'était un trop-plein. Tu parlais, Thomas, avant de l'espèce de baignoire là qui se remplit et puis qu'au bout d'un moment, on arrive au point de rupture. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Donc, en fait, chez des enfants ou des gens qui ont tendance hyperactive aussi, quand ils sont couchés sur la table mais qu'ils reçoivent un massage, ils sont pas en train de rien faire. Neurologiquement parlant, il y a quand même une dépense énergétique parce qu'il y a un traitement de cette information qui se fait. Faire des Ouais, massages à son enfant ou à sa compagne ou son compagnon, c'est vachement recommandé si on veut qu'il soit apaisé, quoi. mais tu vois, moi, j'irais même encore plus loin. C'est le massage, c'est bien, mais il y a aussi le contexte dans lequel est la personne qui reçoit le massage. C'est-à-dire qu'un massage où on est en train de discuter du beau temps et de la pluie, il n'a pas du tout le même impact qu'un massage où la personne elle est concentrée sur ce qu'elle est en train de ressentir. Parce qu'on sait que la douleur, elle est étroitement liée avec un manque proprioceptif. Je pense notamment avec toutes les pathologies qui sont dans le dos, toutes les lombalgies, etc. Quand il y a une augmentation de proprioception, on a une diminution de douleur. Sauf que l'une des façons de l'augmenter, c'est par le toucher. Et donc, c'est pas obligé de passer par le massage. Moi, je sais que par exemple, j'utilise beaucoup le dry needling. Je Mhm. travaille beaucoup en DN. Bah, le DN, c'est une façon d'aller réveiller et aller mettre de l'information dans des zones qu'on a l'habitude de ne plus en avoir, justement. À condition que la personne, elle soit concentrée sur ce qu'elle ressent. Tu peux décrire peut-être le dry needling parce que les gens ils connaissent pas Ah oui. forcément. Donc, le dry needling, l'idée, c'est des petites aiguilles qui ressemblent à des aiguilles d'acupuncture. C'est pratiquement les mêmes. Elles sont juste pas dans la même matière. Et donc, l'objectif, ça va être d'aller planter ces aiguilles sur des points qu'on appelle, quand on travaille en intramusculaire, donc à l'intérieur du muscle, c'est des points triggers. Les points triggers, c'est tout simplement l'endroit où le nerf, il vient se connecter avec le muscle pour donner l'information de se contracter. Et donc, l'objectif avec l'aiguille, c'est d'aller inflammer volontairement cette zone-là, dans l'objectif qu'elle se reconstruise sans être défaillante. Parce qu'on considère à ce moment-là qu'elle est défaillante. À savoir qu'aujourd'hui, la théorie qu'il y a derrière le fait que les aiguilles fonctionnent reste une théorie. En fait, elle n'est pas encore prouvée. On imagine que c'est ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en pratique, il y a des effets. Mais là, le fond est encore lourdement débattu. Il y a encore pas mal de quiproquos dessus. Ça manque de BP comme beaucoup de, de personnes aiment en parler, mais en réalité, si sur le terrain tu vois que c'est un outil qui fonctionne, pourquoi s'en priver et c'est correct. Et sûrement que des études vont être faites rapidement dessus pour venir appuyer les différents points. C'est sympa ce que vous avez dit, et puis je rebondis encore sur une autre chose moi qui m'avait marqué, mais dès le début, et là vous en parlez beaucoup, vous avez parlé des massages, et à force de d'échanger avec beaucoup de kinés qui interviennent dans des écoles aussi de kinés, on s'aperçoit que le massage, il est de plus en plus retiré pour mettre comme de l'activité un petit peu sportive, physique, des exercices de mobilité, de renfort, etc. Euh, Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous en fait dans votre manière de travailler ces dernières années? Tu dis Est-ce en que vous lien avez avec le retiré le massage, massage justement? aussi? Ouais, justement, en lien avec le massage, est-ce que vous apercevez aussi que le massage, ben, peut-être que ça a plus trop d'importance ou au contraire, non, vous êtes réapproprié ça parce que vous apercevez que ça a vraiment une part belle dans votre métier. Alors moi j'ai fluctué, on va dire ça comme ça, parce que quand je suis sortie de l'école de kiné, on voyait quand même encore le massage, on était déjà dans le train un petit peu euh, avec les exercices, hein, parce que c'est quand même la thérapie qui a le plus haut niveau de preuve actuellement en termes de BP, hein, les exercices, pour des effets à long terme, hein, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on était déjà un peu dans ce trend-là. Maintenant que j'ai les étudiants, je me rends compte qu'ils sont encore plus, et genre le massage maintenant c'est une demi-après-midi, punch-lousse, alors qu'avant on avait quand même une journée complète. Donc, moi, j'utilisais beaucoup le massage au début. Alors, il y a une raison aussi, c'est que quand je suis sortie de l'école de kiné, je suis tout de suite arrivée en cabinet et la théorie et la pratique, c'est pas du tout ça. Donc, j'ai testé des trucs en mode, ouais, je vais faire ce test, ça va fonctionner. Il y a rien qui concordait. Donc, l'outil le plus safe pour moi à l'instant T, c'était, bon, bah, je vais vous masser. Ça fera du bien à mon patient et moi, ça me permettra de réfléchir derrière. Mais après, j'ai réduit beaucoup plus. J'étais là, ah, c'est pas EBP, il faut que je fasse des exercices, des exercices. Et c'est vrai que depuis que j'ai repris aussi la RNP, je me suis formée en massage relaxant parce que j'aime ça, etc. Ben en fait, j'ai remis la place dans le massage, du massage dans mes thérapies. Après, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment un outil que j'évalue quand est-ce qu'il est nécessaire d'être utilisé. Il y a des fois je l'utilise, des fois je l'utilise pas du tout. C'est vrai que dans les cas où il y a beaucoup de psycho-émotionnel, ben, il est quasi toujours présent à un moment donné. Ça ne veut pas dire que je fais pas d'exercice avec mon patient, mais ça veut dire qu'à un moment donné, je l'utilise. Et puis, j'ai aussi
condition, entre guillemets, c'est que je me prends beaucoup de temps dans mes bilans pour aller chercher les exercices à faire à la maison qui vont être efficaces, qui fonctionnent le mieux pour mon patient. Et s'il les fait à la maison de manière rigoureuse et cohérente et puis qu'on a des effets, je les laisse en place quand même pendant un certain temps. Et moi, ça me permet que quand il vient en séance, je travaille beaucoup plus en thérapie manuelle, en psychocorporel s'il y a besoin, etc. Donc c'est vraiment une association. Si mon patient il est adhérent, qu'il est actif dans sa prise en charge, bah en fait, il y a beaucoup plus de ça au cabinet. Si au contraire, il n'arrive pas à faire ces exercices, bah, on est beaucoup plus sur de l'actif et je laisse un peu plus de côté le côté thérapie manuelle. Euh, Moi, je dirais que le problème de la thérapie manuelle, le problème majeur, c'est que on n'arrivera jamais à le prouver par la science. Pour moi, c'est impossible de le prouver pour la simple et bonne raison que chaque praticien a un toucher qui est différent. Et la seule façon qu'on aurait de prouver la TM, la thérapie manuelle, ce serait avec une échographie, en fait. On aurait besoin d'une échographie pour être sûr qu'à chaque fois, on est sur la même structure et qu'en plus, cette thérapie manuelle soit appliquée par un robot. Obligatoirement, parce qu'il faut qu'on ait la même pression. Et le problème, c'est que là, on enlève l'aspect du contact humain et l'adhérence au protocole qu'il y a par la suite. Et le plus important, c'est que le patient, il adhère par la suite. Et pour qu'il adhère, c'est un aspect relationnel. Et il y a d'ailleurs des études sur les kinés qui montrent qu'il y a pratiquement 60% du travail qui est relationnel plus que le traitement. C'est-à-dire qu'avec du relationnel, on a 60% des résultats. Le bon traitement, c'est 40%. Et un mauvais relationnel et un bon traitement, c'est 40% du résultat. Donc, il vaut mieux être sympa que bon. D'accord, ça fait presque peur. Bah, le mieux, c'est les deux. Mais du coup, tout Ouais. ça pour dire que pour moi, en fait, on n'aura jamais de réponse sur la thérapie manuelle. Et si on part sur un truc où on veut absolument que ce soit étayé par la science, c'est sûr que ça va se perdre. Et donc, moi, j'ai fait le choix d'en garder pas mal de thérapie manuelle, surtout chez les patients exactement qui font leurs exercices à la maison. Parce que s'ils font la bonne charge à la maison, à un moment donné, il faut que je leur apporte quelque chose de différent au cabinet. Ce serait confortable d'en amener 5 à la fois, hein, parce que 5 à la fois, ça fait beaucoup plus de revenus. Mais la réalité, c'est que ce serait pas forcément pertinent à cet endroit-là. Donc, moi, je garde la TM. Et perso, moi, je travaille énormément en dry needling, du coup, avec les aiguilles. Je dirais qu'il y a 60% de ma thérapie manuelle, c'est que des aiguilles, que du dry. On dit Après, sur... Ah, pardon. pardon, ce Vas-y. qui est important aussi de remettre, maintenant qu'on travaille, moi je travaille aussi avec le système nerveux, hein, Thomas aussi, quand tu remets aussi la physiologie, la neurophysiologie, la neuroanatomie, etc., et puis que tu remets du sens derrière tout ça, c'est-à-dire que ton système nerveux, il peut gérer ton mouvement, d'accord? C'est lui qui le crée, d'accord? Et ben en fait, il va utiliser tes différentes informations sensorielles pour déterminer quel est le mouvement le plus adéquat à effectuer. Et ben en fait, ma thérapie manuelle, moi, j'essaie aussi de me dire, ok, effectivement, la science, on peut pas le prouver comme tu dis très bien, Thomas, mais parce qu'aussi, il faut pas oublier que les études ont beaucoup de critères d'exclusion sur les populations. Donc en fait, on peut pas vraiment dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas. On peut dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas pour ce type de population-là. Mais c'est très restreint. On a quand même des critères d'exclusion, on a quand même souvent des biais aussi qui sont mis en lumière, hein. Quand on étudie la qualité des articles de BP, il y en a certains, on dit oui, il y a une étude qui est faite, mais en fait, la qualité de l'article n'est pas forcément bonne. Donc, c'est important d'aller analyser est-ce que l'étude est suffisamment fiable, etc. Donc, ça, c'est un travail titanesque hein, qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on aime bien les revues de la littérature aussi. Mais ce que j'entends, c'est que remettre aussi le système nerveux dans la thérapie manuelle. Concrètement, moi, je suis pas en train de dire, alors là, je suis en train de faire un glycépause de mataloc-rural, un grade 3 ou 4, etc. Dans ma tête, c'est OK, je suis en train d'apporter de l'apport proprioceptif à mon système nerveux. Concrètement, je m'en fous de pas être hyper précis, de pas être à fond dans la résistance ou quoi que ce soit. J'apporte de l'information proprioceptive. Avec mon bilan, je vais aller évaluer est-ce que mon patient il répond bien plutôt avec les fuseaux neuromusculaires, avec les organes tendineux de Golgi, est-ce qu'il a besoin plutôt de compression, de décompression, et quel est le propriocepteur ou le mécanorécepteur qui aurait besoin d'être travaillé. Et en fonction de mon bilan, ben, je vais adapter le type de thérapie manuelle que je vais aller effectuer. On peut même pousser plus loin, c'est dans le massage. Aller tester les différents récepteurs cutanés me permet d'orienter avec ce patient. Je vais aller plutôt sur du toucher léger, plutôt sur du toucher profond. On va aller travailler sur du chaud, sur du froid, etc. Mais ça, c'est un bilan qui est censé être fait. Et en fait, quand je réfléchis comme ça, moi, je me dis, OK, la thérapie manuelle, elle n'est pas EBP prouvée par la science parce que bah voilà, il y a plein de choses, comme tu le disais Thomas, qui ne sont pas prouvables. Mais par contre, je mets du sens qui est explicable avec la neuroanatomie, la physiologie, etc. Je me permets juste une petite intervention parce que
il y a beaucoup de termes et c'est très spécifique à votre métier et ça permettra juste peut-être aux gens, parce qu'il y a vraiment plein de professionnels qui sont présents de différents horizons et peut-être que tout le monde n'a pas cette lecture de la physiothérapie. Quand tu parles, en fin de compte, de mettre du chaud, du froid, de venir chercher de la compression, décompression, de la pression, que ce soit sur du toucher léger ou du toucher plus profond, ou alors que ce soit des étirements. En fin de compte, tu parles de récepteurs proprioceptifs parce que on a des récepteurs partout, ben, au niveau de notre peau, comme au niveau des muscles, au niveau des tendons, et donc chacun de ces capteurs va avoir une information différente. Et donc c'est ça que tu dis à chaque fois, tu testes toutes les informations de tous ces endroits dans le corps et tu regardes ce qui fonctionne. C'est ça. C'est ça. Alors, toutes, si j'avais un temps illimité avec mes patients, je le ferais. Par contre, quand j'estime qu'il y a besoin, je vais aller chercher un peu plus loin, effectivement. Donc, des Mm. fois, je ne le fais pas, puis je regarde ce qui fonctionne le mieux, aussi en fonction de la réaction de mon patient, de sa sensation de douleur, etc. Et puis, si j'ai vraiment le temps, eh ben, je peux aller bilanter, effectivement. Bon, alors ça, on est formé en kiné, hein. Le bilan neurologique, par exemple, on va tester ces différentes sensibilités. Il est connu, il est appris dans les écoles de kiné. Donc effectivement, on peut aller spécifier avec un bilan. Et en fait, c'est de l'anatomie, hein. On n'invente pas des trucs un peu bizarres. On a une anatomie avec des récepteurs sensoriels qui ont un rôle. Et en fait, à partir de là, concrètement, je transfère en fait de la théorie sur le papier, c'est ça. Mais sur le terrain, c'est quoi? En fait, c'est ça. Ok. Et je reviens sur. Merci pour les précisions. Je reviens sur un deuxième point. C'est pour pas que les gens se sentent offusqués non plus. Thomas, tu as parlé un moment, tu sais, d'avoir 5 patients en même temps par rapport aux revenus. Et il faut savoir, la réalité des choses, c'est que c'est très compliqué parce que les kinés sont payés par la Sécu, en gros. Et la prestation, elle ne coûte vraiment quasiment rien. Donc ça veut dire que le kiné, il faut savoir que nos amis kinés qui travaillent des journées entières sont très peu payés par rapport aux gens qui voient. Donc c'est pour ça que tu disais ça, quoi. Ouais, parce que c'est un débat qu'on a souvent. Moi, je m'amusais à demander aux personnes, à ton avis, combien on est payé pour la séance? Et c'est assez rigolo parce que la réponse, elle tourne entre 35 et 60 euros. La réalité du terrain, c'est qu'une séance classique, aujourd'hui, donc, alors moi, je suis plus conventionné depuis un an, mais moi, quand je suis parti, elle était à 17,23, je crois. Donc, Sans on est, compter les charges que tu as après, les charges fixes que tu as en cabinet, les locations, euh, ouais. les impôts derrière. Ouais, donc en fait, il faut enlever à peu près 55% en France. Mm. Moi, c'est à peu près ce que ça me coûtait. Donc, 17,3 fois 0,45, en réalité, on est payé 7 euros. Ouais, mais c'est ce qui ressort souvent, hein, c'est entre 6 et 9 euros la prestation chez les kinés Voilà. quand t'écoutes parler. Ok, donc voilà, pour que les gens ils se rendent bien compte. Et il y a des choses que vous abordez. Tout à l'heure, à un moment, vous avez parlé donc les gens qui font leurs exercices ou pas. Ça, c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce que vous... On sait que les gens, ils ont du mal à faire leurs exercices. Encore plus quand t'es pas acteur de ta rééducation. Ça veut dire, bah, c'est la Sécu qui paye. Toi, tu mets pas d'argent. Est-ce que tu te sens vraiment impliqué? Je pense qu'il y a vraiment aussi, je pense qu'il y a un petit pourcentage à grappiller quand même sur la rééducation. Si les gens payaient de leur poche, il y aurait peut-être encore même une meilleure rééducation parce qu'ils appliqueraient. Et est-ce que vous pensez vraiment que le fait de faire des exercices tous les jours, c'est ça qui va permettre d'accompagner une meilleure rééducation? Non. Alors là, je suis peut-être un peu tranchante, mais en fait, ça dépend. Moi, j'ai des patients, on a fait un bon bilan, on a trouvé des bons exercices, ils font leurs exercices tous les jours et ça progresse pas. Mais je vais revenir à ces fameux facteurs biopsychosociaux. Les gens sont stressés au travail, ils ont un sommeil de mauvaise qualité, ils font pas assez d'activité physique. Quand je dis de l'activité physique, c'est pas forcément à haute intensité, hein, mais ils vont même pas marcher 20 minutes, ils scrollent sur les réseaux sociaux, ils mangent n'importe comment. Ben, en fait, si ta fondation sur les piliers de la santé, s'il y a rien qui joue, tu peux faire les meilleurs exercices que tu veux. En fait, le progrès, il se fait pas. Les fondations sont pas solides, tu peux faire tout ce que tu veux, ça s'écroule. Donc en fait, c'est pas que l'adhérence des exercices qui va jouer, c'est vraiment l'interdisciplinarité entre professionnels, la relation avec le patient, sa capacité aussi à se rendre compte des enjeux que le facteur autour peut avoir sur sa rééducation. Et quand ils arrivent à mettre en pratique aussi
des petites adaptations individuelles. Donc, moi, des fois, je donne même pas forcément des exercices en lien avec la problématique, hein. J'ai des patients, ils viennent pour des problématiques d'épaule. Le premier exercice que je leur donne, c'est déjà de marcher 15 minutes par jour. Prends l'air, marche un peu. On sait que marcher, hein, ça active des zones corticales qui vont aussi avoir un impact potentiellement sur le ressenti de la douleur et ce genre de choses. Donc en fait, des fois, c'est uniquement déjà des conseils. Ok, ben là, on va essayer de réduire ta dose de sucre parce qu'elle s'envoie une plaque de chocolat tous les jours. Au niveau pro-inflammatoire, c'est pas l'idéal. Donc on est des fois plus en train d'agir, et tu parlais de l'éducation, on est des fois plus en train d'agir sur l'hygiène de vie en fin de compte que réellement sur les exercices. Je parle de ça pour monsieur et madame tout le monde. C'est sûr que quand tu vas dans un contexte de sportif et de sportifs notamment de haut niveau, en théorie, je dis bien en théorie, ils ont déjà une hygiène de vie qui est un petit peu différente parce qu'ils ont des objectifs de performance et ils ont conscience de cette notion-là. Donc, ouais. Ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, Leïla. Donc, moi, je suis d'accord avec toi sur toute la partie du monsieur tout le monde. Et sur les sportifs, j'irai encore plus loin. Donc, moi, j'ai accompagné un sportif pendant un an en 2020, toute la saison 2023-2024. Et donc, il jouait aux États-Unis. J'en ai parlé dans l'intervention que j'avais fait l'autre fois. Il jouait aux États-Unis, suivi par des kinés. Donc, il y avait 5 kinés dans l'équipe, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'il faisait énormément d'exercices de mobilité pour une douleur au niveau de la fesse. Mais sa mobilité, il l'abordait exactement de la même façon que ce qu'il abordait ses entraînements. Mais vraiment pareil, quoi. C'est-à-dire que c'était de la mobilité performance, c'était du repos performance, et en fait, il n'y avait jamais de coupure. Il se levait le matin à 8 heures, il était dans la performance jusqu'à 22 heures au coucher. Et c'était vraiment 8 heures, 22 heures, parce que c'était performance. Il fallait les 10 heures dans le lit pour avoir les 9 heures de sommeil, etc. Et en fait, du coup, on a utilisé la mobilité comme un sas de décompression. Résultat, on se retrouve avec une personne qui est détendue au moment où il fait sa mobilité. L'objectif de sa mobilité, c'est de faire de la neurodynamie, donc c'est de permettre aux nerfs de glisser au milieu des muscles et au milieu de tous les tissus dans lesquels ils se trouvent. Si la personne est tendue au moment où elle le fait, il n'y a aucune chance qu'on ait un exercice qui fonctionne. Donc, je trouve que le contexte et la façon dont on fait l'exercice est aussi important que le volume qu'on en fait. Et même chez les sportifs de haut niveau, Intéressant. du coup. C'est super intéressant. Et ben, tu vois, j'enchaîne sur la mobilité. Là encore, il y a peu de temps, j'entendais quelqu'un dans un podcast qui critiquait beaucoup ce qui se fait actuellement en mobilité, à savoir des tenues passives avec plus ou moins de contraction. Des fois, on pense, vous savez, le Samson Stretch quand on est en fente, qu'on pousse le bassin vers l'avant pour travailler par exemple au niveau du psoas. Et d'autres types de mobilité qu'on voit beaucoup dans des salles comme le CrossFit ou même maintenant un petit peu en salle de musculation aussi, dans quelques sports, ça arrive de plus en plus. Et donc les personnes qui critiquaient ça disaient bah pour moi c'est juste de la mobilisation articulaire, la mobilisation un peu poussée, mais ce n'est en rien un travail de mobilité parce qu'ils ne vont pas assez profondément dans leur position. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que des fois, on joue beaucoup sur les mots. Et c'est important de remettre le contexte de, OK, qu'est-ce que j'entends par mobilité? Il y avait le débat pendant tout un temps, mobilité versus souplesse. Hein. T'es pas en train de faire de la mobilité, tu es en train de faire de la souplesse. Mais en fait, voilà, moi, des fois, quand je dis je travaille ta mobilité de cheville, c'est concrètement dans mon prisme, c'est je travaille ta mobilité articulaire de ta cheville pour un gain d'amplitude passive. Quand on parle de mobilité en termes d'entraînement, hein, comme on voit au CrossFit, etc., on s'imagine plus de la mobilité. Avec cette définition de la mobilité, c'est être en capacité de développer de la force musculaire dans les fins d'amplitude. D'accord? Ça, c'est la définition de la mobilité au sens large qu'on entend maintenant dans le principe de l'entraînement et de la performance versus de la souplesse qui là, tu vas plus sur de la longueur musculaire et justement de l'amplitude articulaire sans cette notion de contrôle musculaire. Donc voilà, des fois, je pense qu'on joue un petit peu sur les mots et en fonction de la personne que tu as en face de toi, ben, ça vaut la peine de juste dire, OK, là quand je parle de mobilité, je suis en train de parler de ça. D'accord? Parce que dans la vie de tous les jours, si je dis aux gens, oui, alors je vous parle de votre mobilité, de votre contrôle moteur, ça leur parle pas. Hein. Donc, des fois, je trouve c'est mon prisme, hein, mais des fois, je trouve qu'on pinaille un peu sur les mots parce que c'est important de faire la différence. Bah, ça dépend aussi face à qui tu t'adresses. Monsieur et madame tout le monde, des fois, de vulgariser les choses, même si c'est pas à 100% juste en termes de neuroanatomie, etc., pour eux, ça va aller très bien. Et puis, c'est OK. Maintenant, si tu es avec des gens qui, en face, ont besoin de cette clarté sémantique, bah, allons-y, quoi. Donc, C'est voilà.
C'est l'effet de mode, quoi, finalement, pour la sémantique. Thomas, tu voulais rebondir? Ben ouais, moi je trouve que le débat sur la mobilité, qu'elle soit passive, qu'elle soit active, je trouve qu'en fait il est un peu stérile. Après, j'ai un avis tranché là-dessus aussi, dans le sens où la question c'est pourquoi est-ce que tu bouges? Dans quel objectif? C'est quoi ton objectif? C'est-à-dire que au sens de la mobilité active dont parlait Leïla, ce que j'ai fait avec mon sportif, c'était pas de la mobilité dans ce cas. Mais dans l'objectif d'avoir un moment off, un moment de coupure, un moment où il est à l'intérieur de son corps, dans de la douceur et pas juste de la performance, ben, comment je l'appelle? Parce que l'air de rien, le corps se mobilise, il est en mouvement. Donc en fait, c'est quel mot j'utilise pour définir ça? Et c'est dans quel contexte je fais de la mobilité où je vais chercher de la force en fin d'amplitude, à quel moment ça c'est utile et à quel moment un étirement passif, il peut avoir du bénéfice. Parce que oui, l'étirement passif, c'est pas ce qui va nous permettre d'être très souple sur des grandes amplitudes avec de la force. Par contre, dans certains contextes, il a du sens. Tout dépend du contexte, finalement, et Mm. faut pas avoir d'idée arrêtée sur un effet de mode, faites en fonction aussi de ce dont vous avez besoin et de l'activité que vous pratiquez, quoi. Mais c'est important aussi de pouvoir s'adapter dans le vocabulaire qu'on utilise avec les gens qu'on a en face de nous, parce que justement, ça va pas être pris de la même manière d'une personne ou d'une autre. Par exemple, pour les gens qui ont tendance à avoir des activités physiques qui sont hyper intenses, etc., tu leur parles d'un moment de méditation ou de off, ça les met en stress parce que eux, ils aiment être dans l'action. Par contre, si tu leur dis, OK, on va faire une mobilité active, etc., il y a une notion d'actif, de force, etc., donc ça leur parle beaucoup plus. Et moi, je le vois aussi avec mes patients quand je faisais mes anamnèses. Avant, je disais, OK, est-ce que vous faites une activité? Avant, je disais, est-ce que vous faites du sport? Ah non, 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 je fais pas de sport, j'aime pas le sport. Mais en fait, c'est quelqu'un qui marche quand même régulièrement plus de 10 000 pas, qui s'occupe d'une maison, qui fait du jardinage, etc. Donc en fait, de l'activité physique, il en a, même s'il fait pas du sport. Donc en fonction des gens que tu as en face aussi, trouver le bon lexique qui va, enfin voilà, le vocabulaire qui va leur parler à eux, c'est important. Et je reviens sur cette notion d'être en capacité de s'adapter par rapport en fait à la clientèle ou la patientèle que tu as en face de toi. Ok, super intéressant. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé de la douleur, que c'était pas forcément tout le temps ce qu'on pensait, la douleur. Alors, est-ce qu'il faut traiter la douleur ou le mouvement? Euh, alors, moi, j'ai tendance à faire quelque chose en première séance, quand je fais le bilan. Donc, je fais mon bilan. En général, moi, sur le bilan, j'aime bien avoir une séance d'une heure. Donc, je fais une double séance. Parce que c'est souvent une demi-heure, une séance de kiné, 20 minutes à une demi-heure. Donc, je fais une séance d'une heure. Et en fait, à l'issue du bilan, j'aime bien amener quelque chose d'antalgique à la personne. Pourquoi? Parce que dès le départ, ça lui permet déjà d'avoir un sas où il a moins mal, donc il se repose mieux. Il arrive plus reposé à la prochaine séance, avant déjà de même parler de mouvement ou quoi que ce soit. Il arrive, il va déjà mieux. Ça permet pour moi de souder en partie la relation, une relation de confiance. Parce que ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il vaut mieux être sympa qu'être bon. Donc l'idée, c'est de souder dès le départ. C'est vraiment d'être en relation avec la personne. Donc moi, j'ai tendance à faire de l'antalgique. Si la douleur est incapacitante, à faire de l'antalgique avant d'aller travailler le mouvement. Mais si par contre l'antalgique, au bout d'un moment, il fonctionne pas, l'idée, c'est pas de s'enfermer dans l'antalgique et de se dire, l'antalgique, donc, c'est diminuer les douleurs, de faire en sorte de juste diminuer la douleur, diminuer la douleur, diminuer la douleur et s'entêter à être focus que sur la douleur. Parce que parfois, la douleur se diminue après avoir récupéré des capacités, justement, motrices ou sensorielles. C'est quoi l'antalgique exactement? C'est un exemple peut-être à donner aux gens qui nous écoutent? Bah alors, par exemple, un travail antalgique qui fonctionne très bien quand j'utilise mes aiguilles, c'est de travailler sur les fascias. Les fascias ont de super propriétés antalgiques et donc c'est venir tout simplement planter des aiguilles au niveau des fascias qui sont douloureux et juste de laisser l'aiguille pendant 15 minutes. Et en général, ça fait du bien, ça diminue les douleurs et derrière, ça laisse une porte d'entrée. Parce qu'en fait, moi, je vois l'antalgique comme une porte d'entrée. C'est-à-dire que si on fait de l'antalgique sur de l'antalgique, à un moment donné, on n'aura jamais de résultat. Par contre, l'antalgique, donc diminuer les douleurs, c'est une porte d'entrée pour aller récupérer de la fonctionnalité par la suite. Ok. Moi, c'est de nouveau, en fait, ça va dépendre aussi de l'attente que la personne est là. J'aime bien demander en général pendant l'anamnèse ou la première séance, OK, qu'est-ce que vous attendez de moi concrètement? Ça interpelle souvent les patients parce qu'ils sont là, ben, que j'ai plus mal, quoi. Je suis là, oui, mais quoi d'autre? Il y en a dans les sportifs, en fait, la première réponse, c'est pas je veux plus avoir mal, c'est je veux pouvoir retrouver mon activité sportive.
Ils sont pas focus sur la douleur. Donc eux, on va peut-être pouvoir prendre une porte d'entrée un peu différente parce que justement, ils ont un autre prisme. La plupart des gens que j'ai, ils sont quand même pas forcément sportifs. Je suis dans un milieu rural, donc j'ai des gens qui sont plutôt sédentaires. Enfin voilà, avec en plus en Suisse, on aime bien l'apéro avec le saucisson, le fromage et le vin blanc, hein, Sans donc souci. voilà. Et du coup, c'est un gros cliché, mais c'est un peu ça des fois. Et du coup, c'est des gens qui sont vraiment très focus sur la douleur et qui viennent parce qu'ils ont aussi les croyances que le physio, il est là pour aider à ne plus avoir mal. Donc, en fonction de l'attente du patient, bah, ça va aussi orienter ma ligne de traitement. Et puis, moi, il y a quand même une phrase qui vraiment, je pourrais la mettre en slogan de mon cabinet, c'est toujours la victime qui crie à l'aide, c'est rarement le coupable. Donc, prendre en charge la victime, ça va être important. Ça va être important de quittancer qu'on a compris la plainte qu'elle avait. Par contre, il va aussi falloir aller s'intéresser à celui qui est le fauteur de trouble. D'accord? Donc, il y a vraiment ces deux prismes-là. Mais c'est important de prendre en charge la victime. Je vais prendre mon vécu personnel. Donc, mon conjoint est policier. Donc, là, en plus, c'est une phrase qui lui parle bien. Si, quand on appelle la police parce qu'on est victime de quelque chose, le policier, il arrive, puis en fait, il en a rien à fiche de la victime, il écoute à peine, il court directement après le voleur, ah, en fait, il y a quand même quelque chose qui manque. Ils ont aussi tout un côté, je vais rassurer la personne qui a été agressée ou qui a subi un vol, etc. Il y a une part psycho-émotionnelle, c'est important. Et on va aussi s'occuper de la cause de la problématique. Donc pour moi, c'est pas est-ce qu'on traite le mouvement, est-ce qu'on traite la douleur, c'est ben ça dépend. Et de nouveau, les deux sont hyper importants. Maintenant, la manière dont tu vas aller travailler la douleur, on a un panel d'outils à disposition qui est absolument gigantesque. Donc voilà. Et quand on a mal, est-ce qu'il faut s'arrêter? Non. Enfin, ça dépend. C'est ça, ça dépend. Et C'est quoi l'enjeu qu'il y a derrière? s'il T'as faut mal fracture, pourquoi? Il y a des fois, tu n'as pas le choix, hein. Il y a des fois, il y a des douleurs qui sont telles qu'il n'y a pas le choix. Alors, sur des traumas, quand tu es accidenté de moto, polytrauma, ben, tu t'arrêtes, tu n'as pas le choix. Euh, Maintenant, l'immobilisation à long terme, on sait que ça a quand même beaucoup d'effets délétères, avec plus de problématiques euh, qui vont apparaître, qui sont liées à l'immobilisation ou à l'arrêt, plus qu'en soi à l'accident ou à la blessure en soi. Donc ça, c'est important, mais l'idée, c'est de se remettre de manière progressive en mouvement et surtout adaptée et réfléchie. Euh, Quand on se blesse, moi je le vois souvent avec mes patients, hein, ils se blessent au niveau de l'épaule, ils arrêtent tout. Ils vont même plus marcher, ils osent plus rien faire, ils se figent hein, dans une position de douleur, etc. Et en fait, ça participe souvent à l'entretien de la douleur, à la kinésiophobie, à la crispation. Donc, on va venir verrouiller encore plus une zone, etc. Et puis moi, je leur dis, mais ok, vous êtes blessé à l'épaule, ben on peut pas la travailler parce que des fois, il y a des notions d'irritabilité. L'irritabilité, c'est quand la moindre stimulation vient vraiment augmenter l'influx douloureux. En fait, tu peux pas faire ni du massage souvent ni des exercices parce qu'en fait, la douleur, elle augmente et puis ensuite, le patient, il a mal pendant 4 jours et il revient à ta séance, tu refais la même chose, il a de nouveau mal pendant 4 jours, enfin, ça évolue pas, hein. Donc, quand tu as des patients irritables, ben, l'idée, c'est pas de dire, OK, on va rien faire, c'est OK, on va essayer de trouver une porte d'entrée qui va pas aller en frontal. On va passer par autre chose et ça passe souvent. Je reprends l'idée d'une épaule. Moi, je vais travailler beaucoup sur le bas du corps, retravailler le bas du corps. On sait que l'épaule est reliée aussi par des mécanismes neurologiques à la hanche, donc en fait par les chaînes croisées. Donc en fait, on peut aller travailler sur la hanche opposée pour avoir une action sur l'épaule. Donc en fait, il ne faut pas tout arrêter parce que ça va avoir des conséquences qui vont être plus importantes sur d'autres systèmes. OK. Donc là, on a vu des notions de de chaîne myofaciale, mais aussi de ce qu'on appelle l'interlive neural coupling, pour ceux qui sont amateurs de littérature scientifique. OK. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On arrive doucement vers la fin. Moi, je voudrais finir avec un petit surcoté ou sous-coté. Et donc vous me répondez comme ça, du tac au tac. Vous me dites surcoté ou sous-coté. Et on peut venir débattre rapidement si vous n'êtes pas d'accord. On Les va se faire étirements. lyncher à la vidéo pour nos réponses, ce sera ça. Non, les étirements, surcoté ou sous-coté? Sous-côté pour moi. Mais ça va dépendre de nouveau de la modalité.
Moi, j'ai l'impression que c'est surcoté chez les patients, sous-coté chez les professionnels de santé. Je suis vachement d'accord avec toi, Thomas, sur l'analyse. En fait, ça dépend du contexte, mais de la personne. Bah, surtout là, je trouve. Ouais. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a peu d'éducation. En réalité, on pourrait dire l'éducation du patient sur ou sous-coté. Parce que finalement, les gens, ils sont très peu éduqués, bah, à ce qui pourrait leur faire du bien dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais. Le renforcement musculaire, sur-coté ou sous-coté? Ça, ça dépend lequel. J'ai mal à l'épaule. Il faut que je renforce. Faut que je renforce mon épaule parce que j'ai mal à l'épaule. J'ai tout le temps des tendinites. J'essaie Je de vais prendre peut-être des me cas que faire je vois lyncher, beaucoup mais dans le sport. alors dans l'exemple que tu donnes là, j'aurais tendance à dire surcoté. Parce que, mais Pareil. enfin, c'est surcoté parce que bah, ça va dépendre. Ta problématique d'épaule, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au niveau du biceps. Bah, en fait, la cause, c'est peut-être pas ton biceps. Donc en fait, t'as beau aller renforcer, etc. Si tu vas pas traiter la cause, tu peux faire tout le renforcement que tu veux, ça va pas être incroyable. Donc, ça va de nouveau dépendre du bilan, d'où l'importance de faire des bilans quand même qui sont bien faits et de prendre le temps pour les bilans, parce que des fois, on oublie un petit peu, pour aller se dire, OK, est-ce que là, ce que je fais en termes de renforcement musculaire, ça va avoir un impact réel, ou est-ce qu'en fait, je suis complètement à côté de mes pompes et puis je fais un pied dans l'eau. Donc, surcoté, je dirais. J'ai Ouais, moi mal au dos. Ah, je pardon. rejoins sur côté. Moi, je rejoins sur côté pour le coup. Ah, ok. Ah, bah, super. Vas-y. J'ai mal au dos. Il faut que je fasse du gainage. Sur-coté ou sous-coté? Surcoté. T'as dit sur côté? Moi, je dis Ouais. sur côté aussi. Ok. Pourquoi? Tout le monde dit qu'il faut faire du gainage quand t'as mal au dos. Ben, je reviens à la même, hein. Ça dépend la cause de ton mal de dos. C'est pas forcément une problématique en fait de force au niveau de tes abdominaux. Puis en plus le gainage, alors moi je le vois, hein, la qualité du gainage, elle est souvent très approximative. Donc en fait, est-ce que de nouveau on est sur la cause, est-ce qu'on n'est pas sur la cause? Si la problématique elle est plutôt neurologique, si elle est psycho-émotionnelle, par exemple, l'expression j'en ai plein le dos Hmm. une cause douleur physique liée à un état psycho-émotionnel qui n'est vraiment, vraiment pas bon, hein. Je sais pas, il est en train de divorcer, en même temps il vend sa maison, en même temps il a du stress au travail, il s'est fait virer, voilà. Bah, en fait, la cause, c'est pas le dos ni sa ceinture abdominale. Donc en fait, t'as beau faire du renforcement, t'agis pas de nouveau sur la cause. Ok. Donc, ouais, Après, le gainage, quand même, pour le dos, ça reste un des exercices qui fonctionne le mieux. Donc, oui. mais je suis d'accord qu'il faut pas en abuser. Et moi, j'ai suivi des crossfitters. Et ben, je peux te dire qu'ils avaient tablette de chocolat Hmm. beaucoup plus saillante que nous trois. Et pour autant, ils avaient Essentiel. super mal au dos, hein. Et les mecs, je les mettais en planche. Alors, la position de la planche est relative, mais en planche, tu pouvais monter jusqu'à 8-10 minutes, mais sans problème. Ok. Donc, je leur faisais faire du gainage. Ben, soit je leur faisais faire du gainage pendant une demi-heure, soit il fallait trouver une autre porte d'entrée. Mais c'est Ouais, hyper en fait, intéressant parce que qu'est-ce que c'est que le gainage aussi? oui, c'est Si je te exactement ce que j'allais dis dire. faire du gainage, c'est bien. Si ton gainage, c'est faire une planche sur les coudes, alors non. Alors là, je peux dire c'est surcoté et c'est même, moi, j'en fais jamais. Le gainage, c'est quelque chose qui doit être présent de manière dynamique. À aucun moment dans ta vie de tous les jours, faire du gainage, ça va t'aider à avoir une activation de ta ceinture abdominale, enfin de tes abdos, au bon moment pour protéger, pour venir soutenir ton dos lors des mouvements de port de charge et ce genre de choses. Le gainage, c'est quelque chose de dynamique qui doit se faire de manière réflexe. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas être en besoin de se dire je vais soulever un sac de course, je dois serrer mon ventre. C'est pas ça le gainage. Ça, c'est pas une définition du gainage. Donc en fait, c'est toujours ça. Si la question c'est est-ce que la planche de gainage c'est surcoté? Oui. Par contre, le gainage, gainage dynamique, le gainage en retravaillant tout ce qui est coordination intramusculaire, c'est-à-dire la capacité de ton système nerveux à, à engager une stabilité avant ton port de charge. Alors là, c'est pas du tout, c'est même sous-coté, on va dire ça comme ça. Mais le gainage en planche, ouais, surcoté pour moi. Super. Et la toute dernière, la récupération, sommeil, repos, alimentation, sur-coté ou sous-coté?
Moi, je dirais sous-coté. Après, ça, tu mets quoi derrière repos? Parce que si derrière repos, tu mets scroller sur les réseaux, ça, c'est pas du repos pour moi, Oh, c'est par intéressant. exemple, parce que tu as trop de stimulation, T'es pas en train de te trop de reposer, stimulation quoi. sensorielle. Ah bah non, t'imagines, Ouais, tu as 60 ou 70 images minutes qui t'arrivent dans les yeux. Pour moi, ouais, ça compte pas comme du repos. Donc ça dépend ce que tu mets derrière repos, mais sous-coté, je dirais. ok. Ouais, sous-coté aussi pour la récup de manière générale. Après, de nouveau, dans la récup, il y a un tas d'outils différents, hein. Les bains froids, par exemple, c'est hyper à la mode actuellement. Ben, ça dépend des gens, hein. Moi, tu me mets en bain froid, personnellement, je perds en perf, hein. Clairement. Mon organisme, il n'aime pas du tout ça à l'instant T. Donc ça dépend. Il y a les rouleaux de massage qui sont très tendance aussi. Ben, de nouveau, il y a des gens pour qui ça va être beaucoup trop important et compagnie. Et puis ensuite, le repos, on peut très bien avoir une phase de récup active. Mais récup active, ça veut dire que vraiment ton système nerveux, il est en train de récupérer, pas en train de cramer de Hmm. l'énergie. Yes, super. Mais en tout cas, bah, je vous remercie beaucoup pour cet échange. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous entendre échanger là-dessus. En plus, la kinésithérapie, c'est pas le sujet que je maîtrise le mieux. C'était vraiment agréable et vous avez su apporter beaucoup de, comment dire, de pondération. Parce que la réalité, c'était beaucoup le ça dépend et que ça dépend des personnes, du contexte et qu'il faut prendre beaucoup de choses en considération quand on a une problématique et c'est pas juste ta problématique qui pose souci, mais il y a aussi tes facteurs émotionnels, ton environnement et ouais, comment tu vas adhérer au process. Exact. J'ai bien compris alors. C'est juste. Bah, merci beaucoup. Bonne Avec journée plaisir. Merci à Merci et à toi. à toi. bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.